Tu voulais montrer des images à notre invité. Oui, on parle de l'importance des faits depuis tout à l'heure. Justement, je voulais vous montrer ces images de Gaza, des quartiers bombardés, des cratères de missiles en pleine ville, des enfants devant les décombres de leur immeuble. Ces 3 images qu'on vient de voir, elles ont toutes un point commun. Elles sont fausses, elles ont été générées par une intelligence artificielle. Alors pourquoi je vous montre ces images ? Je vous montre ça parce qu'on a atteint une telle sophistication dans la fabrication de faux qu'il est désormais très facile de tromper l'opinion publique. Par exemple, cette image d'un bébé sous les décombres a été brandie dans plusieurs manifs comme une vraie photo alors qu'elle est générée par une IA elle aussi. Là, on la voit accompagnée de ces mots « Ouvrez les yeux, ceci est du terrorisme ». En fait, dans la guerre de l'information, la part prise par l'intelligence artificielle est de plus en plus importante. Doit-on s'en inquiéter ou sommes-nous en train de devenir parano? Pour répondre à cette question, la semaine dernière, Paul Moisson, Héloïse Grégoire et Théo Palfrey sont allés au Forum de Paris sur la paix. Il y avait plusieurs chefs d'État. On a croisé le nôtre. Monsieur le Président, bonjour. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être un instrument de la paix? Bien. Ça va et vous? Écoutez, il faut déjà éviter que ce soit un instrument de la guerre. Comment on fait? C'est ce qu'on va faire pour réguler. Vous allez bien? Monsieur le Président, est-ce qu'il faudrait interdire tous les logiciels qui génèrent des fausses images? Il faut réguler, ok, mais comment? Le président n'a pas la réponse, alors on a posé la même question au ministre qui est en première ligne, celui du numérique. Les images qui circulent et qu'on a vues pendant la guerre, c'est la responsabilité des plateformes de les détecter et de les retirer. Ces grandes plateformes, elles ont les moyens de le faire. Il faut désormais qu'elles se mettent au travail. Désormais, c'est à elles de faire le ménage sur leur plateforme. Les grandes plateformes doivent se mettre au travail. Justement, ce jour-là, une conférence est organisée sur les dangers de l'IA. 2 mastodontes du secteur sont présents. Yann Lequin, le boss de l'IA chez Meta, la maison mère de Facebook, et Brad Smith, le président de Microsoft. Les 2 se la jouent. Soyez tranquilles, tout va bien. It makes us more creative, more efficient, smarter in general ways. I think people should assume that every year throughout this decade, it will become more capable. It'll be impressive, and nobody has the perfect crystal ball, but there's a lot of optimism. Ils ont l'air très confiants. Allons voir le président de Microsoft, 2e plus grosse capitalisation boursière au monde. How are you? Bonjour, ça va? Vous êtes qui? French TV. La télé française, ok. At the Peace Forum, we see a lot of fake pictures, fake war pictures due to the conflict in the Middle East. AI can be a part of the information war. Je crois que les gens utilisent et utiliseront toujours l'intelligence artificielle des 2 côtés, le bon et le mauvais. On voit des gens qui commencent à l'utiliser, des gouvernements qui commencent à l'utiliser pour créer des deepfakes par exemple. Mais oui, et aussi de faux enregistrements audio. Mais l'intelligence artificielle est aussi très forte pour nous aider à détecter ce qui est faux. Donc on peut aussi l'utiliser pour améliorer nos défenses et prévenir les gens, les informer. Et c'est ce qui est, je crois, notre responsabilité, et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Est-ce que vous croyez quand même aux effets positifs de l'intelligence artificielle ou pas du tout? Tout est à jeter. Oh, je pense qu'elle nous aide comme tous les outils, vous voyez. Bon, moi je suis chercheuse, j'ai plus besoin de me déplacer dans beaucoup de bibliothèques du monde, je peux avoir accès à plein de corpus. Il y a des choses très belles qui sont faites par la technique. Le risque, c'est de croire qu'on a tout, hein, parce qu'en fait, on n'a pas tout. Il y a aussi des choses qu'il faut aller chercher avec ses yeux, qui ne sont pas forcément numérisées. L'intelligence artificielle, c'est autre chose. Nous avons peur, comme chaque fois qu'une nouvelle technique arrive. La question est de savoir de quoi devons-nous avoir vraiment peur. Donc moi, j'y connaissais rien. J'ai interviewé pas mal de spécialistes dans l'émission de philosophie de France Culture. J'ai fait des séries sur ce sujet. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que toutes nos angoisses habituelles, les machines vont s'autonomiser, vont prendre le pouvoir, tout ça, ça les fait bien rigoler. Hein, c'est un peu de la science-fiction. Mais il y a une chose qui ne les fait pas rigoler du tout, c'est effectivement le deepfake. C'est-à-dire que vraiment, on pourra, cette scène-là, avec du numérique pur, sans que nous soyons là en chair et en os, pourra être un jour entièrement refaite. On pourra me faire dire n'importe quoi. Je bougerai les lèvres exactement comme il faut. Avec votre voix? Avec ma voix. Vous parlerez dans une langue que vous ignorez absolument, parfaitement, avec le même timbre de voix. Ouais, c'est terrible. On est, paraît-il, assez près de cela, sans même ce petit côté métallique qu'on les voit des robots, vous savez, encore en ce moment. Et là, qu'est-ce qui va nous rester ? Quand on aura des images qu'on ne pourra pas sourcer, il va nous rester des individus. Ça s'appelait avant les reporters, je pense que ça s'appelle toujours comme ça, qui vont dire je vais aller vérifier comment ça a été tourné, qui y avait derrière.
Je vais y aller avec mon corps, mes sens, j'ai reniflé, j'ai regardé, je vais écouter. Et qu'on le veuille ou non, c'est ce contrat-là, ce bon vieux contrat de confiance, problématique. Un tel est peut-être plus fiable que tel autre, il faut en envoyer 2 ou 3 et pas un seul. Tout ça est important. Mais c'est quand même cette belle vieille chose qui a été un petit peu inventée au XVIIIe siècle chez les philosophes, l'idée qu'il y a un observateur qui peut essayer d'être impartial. Ce vieux machin, c'est tout ce qui va nous rester. Et je pense qu'il faut le dire. Il faut dire que les gens doivent se déplacer en chair et en os pour nous rapporter les faits. Eddie, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Et puis, en parlant d'IA, est-ce que ça peut apporter quelque chose à la musique? C'est chaud. Enfin, oui, c'est le le collectif est très difficile, je trouve. On peut faire des chansons d'Eddie de Pretto sans Eddie de Pretto. Oui. On voit sur TikTok de plus en plus ce genre de choses. Moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que je pense que la véracité des propos, l'âme, l'intime que moi je veux mettre dans mes chansons, en tout cas dans lesquelles je vais mettre toute ma force et ma puissance et l'interprétation, va pas pouvoir ressortir exactement de la même manière. Mais en tout cas, moi, c'est plutôt pour le côté chacun raconte son histoire quoi, qui est le plus flippant. C'est que de plus en plus, je trouve qu'on arrive de moins en moins à se relier sur des choses de la même façon, de la même sensibilité. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai tenté de me reconnecter à mon intime sur l'album, parce que je voyais un monde de plus en plus divisé. C'est pas évident de mettre des mots sur un monde où chacun a sa vision. Juste avant de te passer la parole, Maïan, je profite de la présence d'une agrégée de philo pour poser une question toute bête qui a un rapport avec l'album d'Eddie de Pretto. Est-ce que l'amour rend heureux? Alors, vous m'attendez là-dessus, je vais le faire. Je vais citer un auteur, Freud, Sigmund lui-même. Au début du Malaise dans la civilisation, ce livre de 1929, il dit que la vie est trop dure pour nous. C'est une très belle phrase de Freud, que c'est insupportable, il y a trop de tâches trop dures, il y a trop de déceptions. Et ajoute-t-il, oui, il dit ça, Freud, et il est très cash, il dit nous ne pouvons pas nous passer de remèdes sédatifs. Qu'est-ce que c'est les remèdes sédatifs? La drogue, les stupéfiants. Il liste tout, il est très cash. Les stupéfiants, mais aussi les idées religieuses agréables, mais aussi le travail intellectuel qui nous fait bien, et enfin l'amour. Et il dit, c'est sans doute cela, je crois que je cite pratiquement ces mots, qui correspond le plus à notre aspiration au bonheur. On dit, c'est ça, je réponds à votre question. Mais il ajoute, quand ça va mal, quand il y a un couac, lui, dans son langage, ça veut dire quand l'objet d'amour est perdu, alors on perd vraiment nos protections contre la souffrance. Autrement dit, l'amour, c'est ce qui nous rend peut-être le plus heureux, mais c'est le plus risqué aussi.